Dans cette vidéo, je vais présenter toutes les étapes pour sourcer efficacement votre produit. Depuis la recherche d'un fournisseur jusqu'au paiement de la première commande et l'expédition de votre marchandise. Après plusieurs semaines à éplucher le catalogue d'Amazon à la recherche d'une bonne opportunité de produit, vous avez enfin trouvé une niche intéressante. Vous tenez votre premier produit et vous avez une bonne idée de comment le différencier face à la concurrence et apporter plus de valeur. Vous êtes assez confiant, vous allez faire un carton pendant votre lancement. Maintenant, il faut trouver le bon partenaire qui va pouvoir fabriquer votre marchandise. Et on est d'accord, le sourcing est une étape qui peut être intimidante. Aller trouver une usine à l'autre bout du monde et envoyer de l'argent en espérant qu'en retour, on aura la marchandise qu'on veut. Et en plus, l'enjeu est de taille. Le meilleur produit dans la meilleure niche peut être absolument ruiné si vous ne travaillez pas avec un fournisseur fiable. Mauvaise qualité de la marchandise, délai interminable, communication sporadique. Bref, il y a pas mal de choses qui peuvent rendre le sourcing un petit peu délicat. Et c'est pour ça qu'il faut rien laisser au hasard, car chaque petite erreur peut avoir de grosses conséquences pour le lancement de votre produit. Mais rassurez-vous, j'ai tout rassemblé pour vous dans cette vidéo et une fois que vous l'aurez regardé, le sourcing pour Amazon FBA n'aura plus aucun secret pour vous. Alors, comme à mon habitude, je vous ai fait une petite mind map parce que j'aime bien mettre tout ça de manière visuelle et qu'on puisse aller voir un petit peu étape par étape pour ce genre de processus où il y a justement pas mal d'étapes, pas mal de choses à prendre en compte. Donc ça, c'est le processus du sourcing. Alors j'ai mis pour Amazon FBA, mais c'est aussi le cas si c'est pour un autre modèle de e-commerce. Ici, les mêmes conseils s'appliquent. Donc on va commencer par le début. Donc d'abord, on a ce que j'ai appelé la recherche préliminaire sur Alibaba. C'est-à-dire qu'ici, la première étape, ça va être forcément de chercher un fournisseur. Donc vous avez une idée de produit, vous avez une idée assez précise de ce que vous voulez et donc vous allez aller sur Alibaba. Donc je prends Alibaba, pourquoi? Parce que c'est de loin la plus grosse marketplace B2B du monde, celle qui est la plus facile, la plus efficace pour trouver un produit. La plupart des produits se trouvent sur Alibaba. Pour certains produits, ça peut être différent, c'est-à-dire qu'il y a certains produits où ce sera juste plus facile de sourcer en France, dans certains pays européens, aux États-Unis, dans les pays du Maghreb, en Turquie. Mais le plus souvent, je dirais dans 95% des cas, à moins que votre produit vraiment demande à être sourcé ou soit, on va dire, facilement sourçable en France ou à proximité, en général, ça sera sur Alibaba. Donc, c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Donc, ici, par exemple, j'ai pris l'exemple des fontaines à eau pour chats. Souvent, je prends des exemples dans la niche des accessoires pour animaux. Donc, ici, vous voyez que dans la barre de recherche, j'ai mis mon mot-clé principal en anglais. Je préfère l'utiliser en anglais parce que je trouve que parfois, il y a des traductions qui sont mal faites en français. Et ça peut potentiellement, vous pouvez louper des opportunités, donc ce serait dommage. Donc là, j'ai mis Water Fountain Cat, donc voilà, très basique. Et du coup, on commence et on a, vous voyez, on a plein. En fait, c'est comme si on était sur Amazon, mais sauf qu'ici, c'est pour des grosses quantités. C'est avec des usines que vous parlez et non des petits vendeurs sur Amazon. Donc ici, on va regarder plusieurs choses. Il y a plusieurs critères, plusieurs détails que je regarde pour sélectionner, pour faire une présélection, on va dire, des usines. Donc déjà, on va regarder si c'est une factory ou une trading company. Donc ça veut dire, est-ce que c'est une usine ou est-ce que c'est une entreprise en fait qui sert d'intermédiaire entre les usines et les acheteurs. Idéalement, vous voulez prendre une usine, donc c'est-à-dire factory. Mais dans certains cas, vous pouvez passer par des trading companies. Ça, c'est la première chose que je regarde. Donc ici, dès que vous cliquez sur un produit qui vous intéresse, vous allez arriver sur cette page, donc la page du produit avec pas mal d'informations, des photos, voilà, quelque chose d'assez classique. Ce qui nous intéresse ici, nous, c'est d'aller voir un petit peu cette partie juste ici. Donc là, on a plusieurs choses qui sont intéressantes et qu'on veut vérifier. Déjà, on a le nom de l'usine. On a ici, qui ils sont. Donc là, c'est un multi-specialty supplier. Donc voilà, on ira voir un petit peu après ce que ça veut dire. Et ici, on a tout un tas de données. Donc, on a le pays, donc la Chine. Ça, c'est pas une grosse surprise puisqu'il y a beaucoup de ces fournisseurs sur Alibaba qui sont basés en Chine. On a aussi l'ancienneté. Donc ici, ça fait 11 ans qu'ils sont sur Alibaba. Donc, c'est pas mal. Ça fait un bout de temps. Ici, on a quelques données aussi. Le volume de transactions, 880 000 $. Donc voilà, ça vous montre qu'ils ont déjà fait quelques transactions. C'est pas mal. On a les certificats. On a le fait qu'ils prennent Trade Assurance. Donc tout ça sont des choses que je regarde en amont. Et ensuite, si vous voulez aller encore plus loin, voir encore plus de détails, vous pouvez cliquer ici sur le nom du fournisseur.
Et donc vous allez arriver sur leur page sur Alibaba, donc sur leur boutique en fait. Et donc ici vous allez pouvoir regarder un petit peu tout ce qu'ils vendent. Donc voilà, ici on voit que la plupart des objets qu'ils vendent, ça va être des choses pour animaux, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne chose parce que si vous voyez qu'un fournisseur vend vraiment tout et n'importe quoi, c'est un mauvais signe. Souvent ça va être des trading companies, souvent ça va être voilà, en fait juste des intermédiaires qui vont sourcer des produits dans d'autres usines et qui vous les revendent à vous un petit peu plus cher. Donc ici c'est intéressant, donc on peut regarder un petit peu comment ça se présente et ensuite on va cliquer sur Profile et on peut cliquer sur Company Overview, donc un aperçu de la société. Et donc ici on va retrouver plusieurs choses. Donc on a ici l'icône Verified Supplier, donc ça veut dire certifié ou vérifié. Ça a été vérifié par une entreprise d'inspection, donc voilà, ça c'est une bonne chose. On a aussi le type de business qui sont, donc est-ce que c'est vraiment une usine qui fait qu'une sorte de produits ou est-ce qu'ils font plusieurs produits. Donc ici on voit qu'ils font plusieurs types de produits. C'est pas étonnant. On a aussi des vidéos, des photos pour voir un petit peu l'intérieur de l'usine, comment ça se présente. Et ensuite si vous continuez un petit peu en dessous, donc on a encore plus de photos de leur matériel. Donc voilà, c'est assez détaillé. Et ensuite, on a toute la partie, donc est-ce qu'ils ont des patents, ça veut dire des brevets. Donc là, ils en ont un apparemment pour un lit pour enfants. Voilà, là, on a le brevet. Donc si vous lisez le chinois, vous pouvez sans doute comprendre. Vous avez aussi une partie certification et une partie trademarks. Donc là, apparemment, ce fournisseur n'en a pas. Donc voilà, s'il ne vend pas des produits qui ont besoin d'une certification, c'est OK. Et pour ce genre de produit, ça peut être OK. Mais normalement, voilà, vous allez avoir une catégorie certificat et vous aurez tous les certificats que le fournisseur détient. Donc voilà, c'est tous les critères que j'ai remis ici. Donc savoir si c'est une usine ou c'est une entreprise qui fait beaucoup de produits, pas forcément que les siens. Donc ici, Alibaba nous disait que c'était une multi-specialty supplier. Donc voilà, il y a le doute là-dessus. Après, il faut demander. On va voir ça après. Il y a les certificats, il y a la région qui peut être intéressante. Voilà, si vous voyez que, en fait, en Chine, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des usines sont organisées par région. Donc, il y a des régions entières qui vont produire tout un type de produit. Donc, si vous voyez que tous les fournisseurs que vous voyez sont dans la même région, par exemple de Shenzhen, mais que vous trouvez un autre fournisseur qui est dans une région totalement différente pour le même type de produit, voilà, ça peut être un signal d'alarme, peut-être quelque chose à vérifier parce que normalement, c'est regroupé par région. Ensuite, on a justement le statut. Donc, est-ce que c'est verified? Ensuite, on a l'ancienneté. Donc là, on a vu, c'était 11 ans, par exemple, pour celui qu'on a regardé. Et ensuite, on a le volume des transactions qui peut quand même vous indiquer voilà, si le fournisseur vend, en tout cas, via Alibaba. Donc voilà, c'est vraiment un processus que je vous conseille de faire pour chaque produit qui vous intéresse. Donc voilà, vous regardez un petit peu des produits qui vous intéressent. Hop, celui-ci vous intéresse, vous le cliquez dessus. Et ensuite, directement, quand vous arrivez sur le produit, donc voilà, on a quelques images, voir si le produit correspond exactement à ce que vous recherchez ou pas. Faites pas trop attention aux premières informations que vous allez voir. Ici, le prix, voilà, il nous donne une fourchette entre 4,76$ et 15,47$. Donc, ne vous fiez pas à ça. Il faudra négocier et il faudra demander réellement quel est le prix. Mais donc ici, voilà, on va avoir toutes les informations. Donc, ils sont chinois. C'est encore une fois un multi-specialty supplier. Ça fait 1 an qu'ils sont là, donc ça fait assez peu. Ils ont fait, voilà, dans les 430 000 $ de transactions. Donc, c'est pas énorme, mais c'est mieux que rien. Et si on va voir leur profil, on peut regarder ici un petit peu tous les produits qu'ils vendent. Donc, voilà, vous pouvez carrément aller dans produits, see all categories. Et donc là, voilà, premier red flag, on voit qu'ils vendent pas mal de choses différentes. Ils vendent des rasoirs électriques, ils vendent des fontaines à eau. Voilà, ils vendent pas mal de choses vraiment différentes qui n'ont pas trop de choses à voir ensemble. Bon, on a quand même pas mal de fontaines à eau, pas mal de distributeurs de croquettes ici, distributeurs d'eau pour chiens, pas mal de produits pour les animaux. Donc en fait là, ce qu'on peut se dire, c'est que les premiers produits que j'ai vus, alors déjà c'était peut-être des rasoirs pour animaux, et aussi parfois ce qu'il va y avoir, c'est qu'une usine va produire la plupart de ses produits. Oui, voilà, exactement, ça c'était des rasoirs à mon avis pour animaux. Donc il y a une certaine cohérence, mais parfois une usine va produire la plupart de ses produits et en fait pour avoir un catalogue un petit peu plus complet pour ses clients réguliers, eh bien, on va choisir aussi d'aller sourcer quelques produits dans d'autres usines. Donc ça, c'est totalement acceptable et c'est même plutôt une bonne chose qu'ils fassent ça.
Donc voilà, une fois que vous avez vérifié un petit peu tous ces critères vraiment préliminaires, vous allez filtrer les fournisseurs. Donc les fournisseurs qui ont des critères qui rentrent pas dans vos critères concrètement. Des fournisseurs qui, par exemple, sont pas verified. Des fournisseurs qui ne sont pas là depuis assez de temps, qui n'ont pas les certifications nécessaires pour votre produit, qui n'ont pas fait assez de volume de transactions à votre goût. Voilà. Là, vous pouvez les éliminer tout simplement. Et ensuite, il va falloir contacter les usines. Donc les usines qui déjà proposent le produit que vous voulez sourcer et en plus qui correspondent aux critères. Ensuite, la deuxième grosse phase, ça va être de choisir le fournisseur avec lequel vous allez travailler. Donc ça, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, c'est vraiment très très important. Et la première chose, ça va être la communication. Et ça, c'est vraiment clé. Voilà, je l'ai mis juste après contacter plusieurs usines. Et bien, l'étape d'après, ça va vraiment être de la communication. Vous allez devenir meilleur ami ou presque avec l'agent qui va s'occuper de vous. Donc ici, vous allez avoir des échanges vraiment réguliers, c'est ça que je veux dire. Alors soit par email, par Skype, par WhatsApp parfois, ou alors par WeChat. Les Chinois utilisent WeChat, ça peut être un petit peu compliqué, il faut se faire parrainer, voilà, rien d'impossible. Donc si vous pouvez avoir accès à WeChat, ça sera plus facile. Et puis voilà, vous pouvez communiquer un petit peu. Ça va être assez informel. Alors dépendant des usines, vous allez voir, chaque usine va avoir son propre style de communication. Ne vous attendrez pas forcément à faire de longs emails. Au début, peut-être que ça sera un petit peu plus formel, mais au bout d'un moment, quand vous allez vraiment avoir des échanges, parfois ça va être 15-20 fois par jour, ça va être des petits messages comme une conversation dans un chat instantané. Donc, communication, et là, vous allez avoir un petit peu le feeling. Il y a des fournisseurs, vous allez voir, ils vont pas être très réceptifs, ils vont pas vraiment comprendre vos demandes, ils vont pas être d'accord pour ce que vous demandez. Donc voilà, il va y avoir pas mal de choses. Vous allez les éliminer. Il y en a qui vont aussi vous répondre des choses complètement à côté de la plaque. Certains qui vont répondre. Alors ça dépend. Soit vous utilisez l'anglais et vous allez voir si votre fournisseur est bon en anglais. Si vous décidez d'utiliser le français, eh bien en fait les fournisseurs forcément ne parlent pas français. Ils vont utiliser de leur côté un traducteur. Ce que je vous conseille de faire, c'est quand même de communiquer en anglais. Les fournisseurs aujourd'hui parlent anglais assez bien, on va dire. De votre côté, je pense que c'est une bonne chose d'utiliser un traducteur en ligne si vous n'êtes pas trop à l'aise avec l'anglais pour rendre les communications plus fluides, parce que souvent j'ai vu des gens qui essaient de communiquer en français et souvent les messages qu'ils vont recevoir des usines chinoises vont être assez compliqués à comprendre parfois. Il peut y avoir pas mal de confusion. Donc l'anglais, ça peut être intéressant. Et vous faites l'effort de votre côté pour traduire vos messages ou pour aider un petit peu à ce que votre message tienne la route. Donc voilà, ça c'est vraiment très très important. Il va falloir se concentrer sur la communication. Moi je prends ça comme un jeu. Je trouve ça assez marrant de discuter avec des usines, d'essayer de trouver un compromis, d'essayer de trouver la meilleure solution pour ce que je veux et aussi pour eux, parce que les usines aussi vont avoir certaines contraintes, certaines restrictions budgétaires, pas mal de choses, des choses qu'ils peuvent faire, des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Donc c'est un petit peu un jeu pour essayer de trouver la meilleure solution. Donc ensuite ici, dans la communication, d'abord il va y avoir la négociation. Donc on va commencer à parler du MOQ, ça veut dire, MOQ en anglais ça veut dire Minimum Order Quantity, donc la quantité minimale que vous pouvez faire pour une commande. Donc voilà, si vous voulez commander 50 pièces ou 100 pièces, souvent ça va coincer. Ça va être des minimums de 200, 300, 400, parfois 500. Parfois vous allez même avoir des fournisseurs qui ne veulent pas des commandes en dessous de 1000 ou 2000 unités. Donc ceux-là, s'ils ne veulent pas bouger là-dessus et que vous ne voulez pas commander 1000 unités, vous passez au suivant. Il y aura toujours un autre fournisseur qui sera prêt à avoir un MOQ plus bas. Donc on a MOQ, on a la capacité de production aussi, quelque chose que j'aime bien demander au début pour savoir combien est-ce qu'ils peuvent produire, par exemple en 2 semaines ou en 1 mois, combien d'unités ils peuvent produire. Parce que déjà, moi, ça me montre est-ce que c'est un fournisseur sérieux avec des installations solides, et ça montre aussi aux fournisseurs que j'ai prévu de commander dans le futur des grosses commandes et que je veux savoir leur capacité maximum, au lieu de toujours demander le minimum et de toujours demander est-ce que je peux commander 100 ou 200, et bien là on demande est-ce que vous pouvez en produire 30 000 par mois. Donc voilà, ça déjà ça place la discussion un peu dans une différente dimension. Ensuite, évidemment, on va parler du prix, qui est quand même un des facteurs principaux. Et puis, très très vite, à mon avis, dans la négociation, il faut commencer à parler de personnalisation du produit. Donc, qu'est-ce que vous avez envie d'apporter comme changement, d'amélioration, de différenciation. Donc voilà, c'est quelque chose qui est vraiment central avec le fournisseur, parce que vous pouvez trouver un fournisseur qui est très bien, mais qui ne va pas vouloir ou qui ne va pas pouvoir modifier le produit comme vous le voulez. Et pour moi, ça, c'est pas négociable.
Ensuite, on a aussi un petit peu dans le même esprit le branding. Donc, est-ce que le supplier peut vous faire le branding que vous voulez, peut vous faire la personnalisation que vous voulez. Voilà, ça, c'est les discussions qu'il faut avoir au début parce que ça sert à rien de perdre votre temps avec un fournisseur qui, au final, a un bon MOQ, a une bonne capacité de production, peut vous offrir un bon prix, mais n'a aucun pouvoir de personnalisation, aucun branding, ou alors demande des MOQ incroyables pour modifier un petit truc sur le produit. On parle d'un MOQ de 400 unités, par exemple, pour un produit standard, et puis dès qu'on veut modifier quelque chose, il faut en commander 2000. Voilà, ça arrive, donc passez au suivant s'il n'y a pas moyen de faire changer d'avis. Une fois que vous avez fait la première partie, on va dire, de négociation, donc là, votre liste de fournisseurs, eh bien, vous allez voir qu'elle va se réduire au fur et à mesure. Donc, on a les premiers critères, et puis au fur et à mesure que vous allez communiquer avec les usines, vous allez voir que la liste va se rétrécir parce qu'il y en a pas mal qui vont être éliminés, soit parce qu'ils communiquent mal, soit parce qu'ils ont des conditions qui ne vous conviennent pas. Et donc là, très important, on va commander des samples, donc des échantillons. C'est une étape très importante parce que vous n'avez pas envie de placer une grosse commande sans avoir d'abord testé vous-même la qualité du produit. Et puis en fait, les échantillons, ça sert à plein de choses. Ça sert aussi à voir si le fournisseur va respecter ce que vous lui demandez, si la communication passe bien, si tout se passe bien et que vous recevez le produit comme attendu et comme convenu surtout. Donc la commande de samples, très très importante. Et puis évidemment, ensuite vous allez comparer les différents échantillons. Donc je vous conseille de commander 2 ou 3 échantillons. Ça peut coûter un petit peu cher pour les échantillons, c'est envoyé en express, si c'est des choses personnalisées. Les usines vont vous demander de payer un certain prix, mais ça fait partie du budget global, la commande de samples, et c'est vraiment pas quelque chose sur lequel il faut essayer de gratter quelques centimes ou quelques euros. Faut faire les choses bien. Donc à mon avis, commander 2-3 échantillons pour comparer la qualité entre différentes usines, c'est très important. Et ensuite, on va avoir la deuxième partie de la négociation. Donc là, vous avez encore plus filtré. Vous êtes certainement en train de parler avec un fournisseur, peut-être 2, après les samples. Et donc là, vous allez vraiment parler de tous les détails qu'il faut prendre en compte avant de passer votre commande. Donc les ajustements à faire sur le produit, s'il y en a. Après, vous ayez reçu l'échantillon, ça se trouve, il faut changer quelque chose. Vous allez aussi parler des termes de paiement, donc quel va être l'acompte et quel va être ensuite le paiement final et quand ce paiement sera et comment vous allez payer en fait, tous les termes de paiement. Les incoterms, ça c'est aussi des choses que vous aurez pu en discuter avant, mais vous pouvez le faire à la fin. On va dire que c'est des petites choses à régler. Dans tous les cas, en général, ça va être assez classique. Donc les incoterms, simplement, ça va être des codes qui sont utilisés dans le monde de la logistique. Donc c'est utilisé dans les contrats et ça va régir quelle partie est responsable de la marchandise jusqu'à quelle phase de l'expédition. Jusqu'au sol de l'usine, jusqu'au port, jusqu'à destination, ce genre de choses. Je ne vais pas rentrer plus en détail dans les incoterms, c'est un sujet assez complexe, il y a pas mal d'incoterms, il va falloir travailler aussi avec une agence d'expédition, un freight forwarder. J'en parle plus en détail dans ma formation, évidemment, mais là, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc il faut voir tout ça avec eux, le mode de paiement, le volume de la première commande aussi. Donc ça, forcément, vous l'auriez déjà abordé, un minimum, mais là, vous allez vraiment leur donner le nombre exact d'unités que vous voulez. Et finalement, vous allez rédiger avec eux un contrat, alors possiblement aussi un contrat d'exclusivité, pourquoi pas, mais pas forcément. En tout cas, c'est à ce moment-là qu'il faut en parler. Donc après ça, vous allez recevoir plusieurs devis ou un devis si vous êtes en contact avec plus qu'un fournisseur. En général, vous serez en contact avec 1 ou 2 fournisseurs à la fin, à cette étape-là, maximum 3. Donc vous allez recevoir plusieurs devis et sur la base de tous ces critères, de toute l'information que vous avez et aussi du feeling que vous avez, de la relation que vous avez avec le fournisseur, parce que à ce moment-là, vous aurez parlé déjà plusieurs semaines assez intensément avec le fournisseur. Vous allez voir, vous aurez différents feelings par rapport au fournisseur. Donc, sur la base de tout ça, vous pourrez faire votre choix et décider du fournisseur avec lequel vous voulez travailler. Alors, une fois que vous avez fait votre choix, on va rentrer dans la préparation du contrat. Donc ça, c'est assez important. Essayez d'inclure le maximum d'informations dans le contrat. Les usines chinoises, en général, vont appeler ça pro forma invoice, donc essayez d'avoir le maximum de choses là-dedans. Si vous n'êtes pas satisfait, faites un contrat à côté pour que ce soit vraiment carré, pour qu'il y ait tous les éléments, exactement ce que vous voulez, le nombre d'unités évidemment, le prix, les incoterms, les termes de paiement, bref, vraiment qu'il y ait le maximum de détails dans le contrat. Parfois, ils ont un peu tendance à faire ça à la va-vite, à omettre quelques informations.
vérifiez bien qu'il y a tout dans le contrat avant de payer quoi que ce soit. Ensuite, on arrive à l'étape du paiement, en tout cas du paiement de l'acompte. Donc, c'est ce que vous allez verser à la commande avant que la production commence. Donc ici, en général, ça va être un ratio de 30-70. Donc la plupart des usines, quand vous allez commencer à travailler avec elles, vont vous demander 30% d'acompte et 70% une fois que la production aura été effectuée. Ce que je vous conseille de faire, c'est de passer par Alibaba Trade Assurance, en tout cas au début. Voilà, si vous voulez plus de détails là-dessus, je vais vous mettre une vidéo en lien que j'avais fait sur comment payer ses fournisseurs et je vous explique pourquoi je pense que Alibaba Trade Assurance est la meilleure option, surtout quand on commence à travailler avec un nouveau fournisseur. Une fois que vous avez payé l'acompte, eh bien, la production commence. Et là, eh bien, il va falloir attendre. Donc, évidemment, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire pendant la production, comme préparer le listing, préparer votre lancement, par exemple, sur Amazon, parce que ça va arriver assez vite. Mais ce que vous pouvez aussi faire, c'est commencer à avoir des devis, à demander des devis et préparer en fait l'expédition. Et donc là, je vous conseille de passer avec un freight forwarder, de ne pas laisser le fournisseur expédier votre commande parce que c'est pas leur métier tout simplement. Donc, vous pouvez leur demander s'ils connaissent un freight forwarder avec lequel ils ont l'habitude de travailler. Ça peut faciliter un petit peu les choses. Mais dans tous les cas, là, il va falloir que, voilà, ça c'est plus au niveau de la logistique, au niveau du shipping, mais que vous preniez contact avec un freight forwarder pour avoir des devis pour l'expédition de votre commande. Ensuite, la production va être terminée et là, ce que je vous encourage à faire, c'est un contrôle qualité. Faites-le faire par une entreprise tierce, une entreprise que vous avez choisie et non que le supplier, que l'usine a choisi, évidemment. Donc, une entreprise dont la mission, le job va être d'aller contrôler la qualité de votre marchandise. Donc, alors, ils ne vont pas contrôler 100% des unités, ça serait beaucoup trop, mais ils vont contrôler un certain pourcentage que vous allez définir avec eux. Donc, voilà, sur une petite commande et au début, vous pouvez avoir un assez haut pourcentage. Par exemple, si vous avez commandé 500 unités, vous pouvez faire contrôler une centaine d'unités. Voilà, c'est quelque chose qui se fait et ça coûte pas très très cher. C'est entre 150 et 200 $, mais ça vaut largement la peine parce que s'il y a un problème avec votre marchandise, eh bien, voilà, ça sera trop tard si vous le réalisez quand la marchandise est déjà en France ou aux États-Unis, bref, très loin du fournisseur, ça sera très compliqué à résoudre. Alors que là, vous n'avez pas encore payé les 70% et la marchandise est toujours dans l'usine. Donc, s'il y a un problème, s'il faut refaire quelque chose, si voilà, il y a quelque chose à changer, eh bien, c'est possible. Et si vous êtes passé par Alibaba Trade Assurance et qu'en plus, vous avez un rapport d'inspection détaillé, normalement, eh bien, il n'y aura aucun problème. S'il y a vraiment un problème, l'usine acceptera eh bien, de régler ce problème. Finalement, une fois que le contrôle qualité est passé avec succès évidemment, que vous êtes satisfait de la qualité, vous êtes satisfait du contrôle qualité, dans ce cas-là, vous pouvez payer bien le dernier paiement. Et à ce moment-là, votre marchandise sera libérée. Vous allez mettre en relation l'usine et le freight forwarder qui vont en fait se charger d'expédier la marchandise. Donc, c'est plutôt le freight forwarder qui va se charger de prendre contact avec votre usine, d'organiser un petit peu toute la logistique dans le concret, à quelle heure on vient récupérer la marchandise. Et ensuite, ce sera le freight forwarder qui va bien se charger de l'expédition jusqu'aux entrepôts d'Amazon. Donc voilà, ça c'était un aperçu assez complet, je pense, du processus du sourcing. Bien sûr, il y a pas mal de détails et de petites choses auxquelles il faut faire attention, évidemment. Donc ça, c'est vraiment un aperçu. C'est pour vous donner une compréhension globale de comment fonctionne ce processus. Bien sûr, je vais beaucoup plus loin dans ma formation. Je vous donne des modèles d'email à envoyer aux fournisseurs. Je vous donne toutes les informations sur les incoterms, comment négocier les termes de paiement, comment communiquer de la meilleure manière avec vos suppliers et comment aussi évidemment organiser toute la partie logistique, tout ce qu'il y a à prendre en compte parce que là aussi ça peut être assez délicat, surtout quand on l'a jamais fait. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous avez envie d'en apprendre plus sur tout ça, sur comment lancer un business Amazon FBA, et bien sûr ça inclut le sourcing, ça inclut la logistique, mais ça inclut aussi beaucoup d'autres choses comme le lancement sur Amazon, la gestion de votre business. J'ai regroupé toutes ces informations, toutes mes connaissances et mon expérience dans une formation et je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo si vous voulez aller voir un petit peu le programme de cette formation.
J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les écrire juste en dessous. Je prends le temps de lire et de répondre à tous vos commentaires. Si vous voulez plus de vidéos sur comment lancer votre business sur Amazon FBA, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Sur ce, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale.